Bonjour à tous, et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc bienvenue dans ce webinaire, qui va être consacré pardon, à la compensation carbone locale. Donc, je me présente, je m'appelle Arnaud Lemeur et je suis salarié de la coopérative carbone à La Rochelle. Alors pour nous situer un petit peu, la coopérative carbone, c'est une, société coopérative d'intérêt collectif qui a pour ambition, d'accompagner les acteurs du territoire dans leur transition bas carbone. Donc nous, on fait ça autour de 2 axes principalement. Le premier, c'est qu'on aide du coup, nos partenaires à mesurer et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et sur un deuxième axe, qui va être celui qui va nous intéresser aujourd'hui, on leur propose de contribuer à des projets locaux de compensation carbone. Donc c'est vraiment ce 2e axe qui va faire l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste en termes, techniques, vous avez vu que vous pouvez pas avoir accès au micro et à la vidéo. Alors, c'est fait à dessein puisque nous sommes assez nombreux à nous connecter aujourd'hui et que du coup, ce serait pas possible de gérer des interventions, de tout le monde. Par contre, évidemment, ça nous intéresse d'avoir vos retours et que vous puissiez vous exprimer. Donc la façon dont on va procéder, c'est que, pendant toute la présentation, vous pouvez noter vos questions, dans le chat et vous pouvez d'ailleurs également, mettre un petit pouce ou un smiley pour mettre en avant les questions qui vous semblent pertinentes et ce qu'on fera, c'est qu'à la fin de la présentation, on a, notre directrice Anne Rostin qui est aussi connectée, qui va mettre en avant les questions qui ont été le plus posées et on tâchera d'y répondre. Donc voilà, donc ça, ce sera à la fin, de la présentation. Alors, je vous propose qu'on passe cette présentation en 4 parties. 4 grandes parties. Première partie, les origines de la compensation carbone, pour expliquer quand est-ce qu'elle a été créée, par qui, pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qu'un crédit carbone? Finalement, la compensation carbone, ça se marche autour de l'achat et de la vente de crédits carbone. Donc on reviendra là-dessus, regarder, à quoi ça correspond, comment il est généré, comment on garantit sa qualité, et cetera. Ensuite, sur une troisième partie, on abordera finalement les critiques associées à la compensation carbone et finalement, quels peuvent être, les outils et garde-fous qu'on peut mettre en place pour que la compensation carbone, reste une pratique, vertueuse. Et enfin, dernière partie, qui sera une introduction à la contribution carbone locale. Voilà, donc ça devrait nous prendre entre 40-45 minutes, ce qui devrait, si jamais je ne parle pas trop, nous permettre d'arriver à avoir cette session de questions-réponses de 10-15 minutes, à la fin. Alors, les origines de la compensation carbone. Il faut bien comprendre que la compensation carbone, c'est en fait une solution qui a été créée pour répondre à un problème qui est le changement climatique et plus particulièrement finalement le problème de la hausse des températures à la surface du globe, qui est un phénomène qui s'est amplifié énormément et de manière significative lors de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc pour étudier ces phénomènes, on a plusieurs organisations qui ont été créées. Donc on a le GIEC, sous l'impulsion du G7. Donc là, je vous ai mis le nom en anglais, mais c'est bien le GIEC, hein, Intergovernmental Panel on Climate Change. Puis, en 1992, lors de la conférence de Rio, on a eu la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. D'accord. Et pour revenir sur les travaux du GIEC, ce que je voudrais mentionner pour aborder le sujet de la compensation carbone, c'est leur rapport. Donc le GIEC, ils sont en train en ce moment d'émettre leur 6e rapport, mais dès 1995, ils avaient émis un 2e rapport, qui s'intitulait «Le changement de climat 1995» et les conclusions principales de ce rapport, étaient assez simples. C'est que 1, le réchauffement climatique était causé par les émissions de gaz à effet de serre émises par l'homme. 2, le changement climatique était un problème global, qu'il fallait gérer à l'échelle de la planète. Et donc sur la base, finalement de ces alors je caricature un peu, hein, il y avait beaucoup plus de choses bien sûr dans ce rapport-là, mais si on suit ces 2 grands principes, finalement la marche à suivre elle apparaissait assez claire. C'est qu'il faut baisser nos émissions et il faut le faire de manière coordonnée à l'échelle de la planète. Dans cette optique, hem le protocole de Kyoto, donc qui a eu lieu, en 1997, alors il est entré en vigueur qu'en 2005, mais il a été signé en 1997. Ce protocole de Kyoto était finalement, l'événement qui a été organisé et qui visait justement à imposer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour une quarantaine de pays, principalement des pays du Nord, donc des pays de l'OCDE
Et ces pays-là se sont engagés, lors du protocole de Kyoto, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'environ 5 à la période 2012 par rapport à leur niveau d'émission de 1990. Donc, je vous mets la petite carte, c'était à peu près les pays, donc vraiment les pays du Nord, les pays en vert sur la carte. Là où finalement le principe de compensation carbone entre en jeu, c'est que certains pays ont demandé des marges de manœuvre pour atteindre leurs objectifs dans le cas où ils auraient un petit peu de difficulté à le faire. La première marge de manœuvre, finalement, c'est le fait que, et c'est pour ça que j'ai mis deux petites flèches finalement grises au-dessous des pays signataires, ils peuvent, si jamais un pays a du mal à atteindre ses émissions, à ses objectifs pardon, de réduction d'émissions, il peut échanger des quotas d'émissions avec un pays qui lui aura fait mieux que les objectifs prévus. Donc ça, c'est la première manière finalement d'être un petit peu flexible avec les objectifs de réduction d'émissions, c'est de faire un système d'échange entre les pays qui ont des objectifs et qui ont signé ce protocole de Kyoto. Ensuite, on a deux autres mécanismes qui s'appellent mise en œuvre conjointe et mécanisme de développement propre. Mais au-delà des termes, le principe est finalement assez simple, c'est que si jamais vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs de réduction d'émissions et que finalement vous n'arrivez pas à échanger avec d'autres pays signataires également du protocole de Kyoto, vous pouvez investir dans des projets de développement dans des pays qui n'ont pas signé le protocole de Kyoto. Donc les pays en marron ici sur la carte, et qui sont donc principalement des pays du Sud en développement. Et si, lors de ces projets que vous financez dans ces pays en développement, permettent un gain en gaz à effet de serre, alors ce gain peut être comptabilisé dans vos objectifs. Et c'est vraiment là, finalement, qu'on a le principe de la compensation carbone qui est né. Et derrière ce principe, finalement, pourquoi est-ce qu'on met ça en place? C'est parce que peu importe où sont générées les émissions de gaz à effet de serre au niveau de la planète, ce qui importe, c'est vraiment la quantité totale de réduction d'émissions, et il faut que cette quantité totale d'émissions de réduction soit en ligne avec les objectifs planétaires. Donc finalement, si vous n'arrivez pas à les faire chez vous, vous pouvez financer des projets qui vont les réduire ailleurs. Donc c'est vraiment là que le principe de compensation carbone est né. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire un distinguo entre deux choses. Il faut savoir qu'il y a plusieurs marchés du carbone, pardon. Il y en a deux principaux que j'aimerais décrire ici rapidement pour ne pas les confondre. On en a un qu'on appelle le marché de conformité, et l'autre, ce qui va nous intéresser et dont on va parler aujourd'hui principalement, c'est celui du marché volontaire. Alors le marché de compensation carbone, le marché de conformité, il est fait pour des entreprises qui sont très émettrices de gaz à effet de serre et qui ont des obligations réglementaires de réduction de leurs émissions. Donc, par exemple, en Europe, on a à peu près 11 000 sites industriels, donc principalement tout ce qui va être énergie, production de papier, production de ciment, production de carton, acier, etc. En fait, ces 11 000 sites en Europe, ils équivalent à peu près à 50% des émissions de gaz à effet de serre du territoire européen. Et donc, ces entreprises-là ont des objectifs, année après année, de baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et si jamais ils n'arrivent pas à atteindre ces baisses année après année, ces 11 000 sites, ils peuvent échanger, finalement, des quotas carbone sur ce qu'on appelle une bourse du carbone avec d'autres entreprises qui, elles aussi, ont des obligations de réduction de gaz à effet de serre au niveau réglementaire et qui ont fait mieux que ce qu'elles devaient faire. Donc, parmi les 11 000 entreprises, il y en a peut-être qui vont faire mieux que leurs objectifs initiaux qui étaient fixés. Et donc, ces entreprises-là, elles peuvent revendre finalement des quotas carbone sur la bourse du carbone. Et ça, cette bourse du carbone-là, du coup, il y a un prix qui est affiché et officiel du carbone. Vous pouvez acheter et vendre des quotas carbone. Et quand on parle finalement du prix du carbone, bien souvent au niveau des médias, ou finalement quand on parle du prix du carbone, très souvent c'est ce prix-là qu'on a en tête, c'est-à-dire ce prix d'achat et de vente de quotas carbone sur la bourse du carbone. Et ça correspond au marché de conformité. Voilà. Deuxième secteur qui est différent, c'est le marché de la contribution carbone volontaire. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toutes les entreprises qui, justement, n'ont pas d'obligation réglementaire, mais ça s'adresse aussi à tout le monde, d'ailleurs tout le reste des personnes. Donc, et je dis personnes, ça peut être des citoyens, mais finalement, tout le reste des collectivités, associations, en fait, n'importe qui ou n'importe quelle organisation qui souhaite compenser de manière volontaire, eh bien, elle peut le faire via le marché de la compensation carbone volontaire et via l'achat de crédits carbone.
Alors vous allez me dire, pourquoi compenser de manière volontaire si on n'est pas obligé de le faire? C'est une très bonne question. Il y a vraiment plein de bonnes raisons de le faire, mais je vais vous en citer quelques-unes. Déjà, pour des entreprises, s'occuper de la partie carbone, c'est en fait anticiper la législation à venir. Parce qu'on voit très bien que depuis justement le protocole de Kyoto, il va y avoir des contraintes carbone de plus en plus importantes pour les entreprises. Ensuite, finalement, quand on se met dans cette démarche-là, non seulement on anticipe, mais ça permet à une entreprise de communiquer sur sa démarche vertueuse. Et ça permet de communiquer en interne, donc de motiver son staff et ses équipes. Il y a de plus en plus de gens qui finalement demandent à leur organisation, demandent à leur collectivité, à leur entreprise de s'investir dans ces sujets et donc d'être actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais également, pas qu'en interne, également en externe, vers les clients finalement, ou toutes les parties prenantes avec lesquelles votre organisation peut avoir affaire. D'une autre façon, une autre raison finalement de s'y mettre de manière volontaire, c'est que si on fait un constat simple, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que depuis le protocole de Kyoto, les quantités cumulées de gaz à effet de serre émises par l'humanité sont en constante augmentation. Donc on voit que les mesures étatiques aujourd'hui ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire la réglementation, elle ne permet pas aujourd'hui, elle n'a pas suffi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Et donc, il faut absolument aujourd'hui que tout le monde soit acteur et fasse sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est vraiment une très très bonne raison de s'y mettre, c'est de se dire, eh ben, on ne va pas laisser ça non plus que dans la main des États, il faut que tout le monde, de manière volontaire, finalement, mette un peu la main à la pâte et contribue à atténuer le changement climatique. Et donc, bon, je vous ai cité 4 raisons très très rapides, hein, mais il y en a finalement plein d'autres et que des bonnes pour rentrer dans la démarche qui est de commencer, un, à mesurer ses propres émissions, deux, réduire ce qui peut être réduit, et trois, pour ce qu'on ne peut pas réduire, eh bien, rentrer dans une démarche de compensation. Et là, le message clé, c'est vraiment que tout le monde a un rôle à jouer, et c'est pour ça que ce marché de la compensation carbone volontaire a été créé. Alors, quand on veut parler compensation carbone, il faut évidemment décrire ce que c'est qu'un crédit carbone, puisque, comme vous l'aurez compris, là, je vous ai décrit d'où est venu le mécanisme, pourquoi est-ce qu'on le fait, mais quand vous voulez vraiment le faire, finalement, compenser, eh bien, ça passe par l'achat d'un crédit carbone à une personne qui va vous le vendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crédit carbone? Un crédit carbone, mis de façon simple, c'est une tonne équivalent CO2 qui va être évitée, réduite ou séquestrée dans le cadre d'un projet. Une fois qu'on a dit ça, une tonne équivalent CO2, c'est pas forcément très parlant pour tout le monde, donc je vous propose de donner quelques exemples. Le premier exemple, pardon, c'est qu'une tonne équivalent CO2, c'est à peu près 7 pleins de votre voiture. Donc ça, c'est les émissions liées à la combustion du carburant et les émissions liées à son extraction en amont. Si on prend un chiffre un peu plus grand pour donner des ordres de grandeur, 10 tonnes équivalent CO2, c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français, selon les derniers chiffres, donc du cabinet Carbone 4. Et si on prend un chiffre encore plus grand pour donner vraiment une perspective mondiale, 49 milliards de tonnes équivalent CO2, j'aurais pu mettre 50 effectivement pour arrondir un peu, mais c'est la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'homme sur une année. D'accord, des activités humaines sur une année. Et donc là, le petit graphe, il est tout petit en bas à droite, mais ce qu'on peut voir, c'est que finalement, cette quantité, elle n'a fait qu'augmenter depuis les années 90. D'accord. Donc ça, c'est pour vous donner un petit ordre de grandeur. Alors, ce crédit carbone, qui équivaut à une tonne équivalent CO2, eh bien, comment est-ce qu'il est créé? Comme je vous l'ai dit, un crédit carbone, il est forcément lié à un projet. Donc ce projet, ça peut être un projet de séquestration, donc ce qu'on appelle un puits de carbone. Ça peut être un projet dit de réduction, ou ça peut être un projet dit d'évitement. Donc je vais passer rapidement et décrire les trois cas. Le projet de séquestration, et je vais vous donner des exemples en même temps, c'est typiquement une plantation de forêt. Donc là, on a un projet auquel vous contribuez financièrement, et ce projet va venir retirer des gaz à effet de serre de l'atmosphère et le stocker de façon permanente dans des supports. Donc là, typiquement, la biomasse, mais ça peut être aussi typiquement les sols, par exemple. J'aurais pu citer l'agriculture qui a un très très gros potentiel de stockage de carbone dans les sols.
Un projet de réduction, ça va être, par exemple, un changement de pratique agricole et d'élevage. Donc là, ça va être, par exemple, réduire l'utilisation des engrais azotés ou alors améliorer les performances énergétiques des serres, des bâtiments et des engins agricoles. Ce qui fait que, par rapport à un scénario qu'on dit de référence, qu'on appelle de référence, qui est fait aujourd'hui, vous venez financer un projet qui va changer les méthodes et ce changement-là va amener une réduction des émissions qui va être valorisée en crédit carbone. Dernier type de projet, on va avoir les projets qu'on dit d'évitement. Et là, je vous en cite un qui a vraiment assez bien marché dans la dernière décennie, c'est celui du déploiement de filtres à eau potable. Alors là, on peut se poser la question, quel est le rapport entre un filtre à eau potable et des émissions de gaz à effet de serre? Eh ben, tout simplement qu'en fait, ce projet de filtre à eau potable, il est déployé dans des pays en développement où il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Et donc les populations, pour avoir accès à l'eau potable, vont avoir tendance à faire bouillir de l'eau pour qu'elle soit potable et qu'elle soit décontaminée, buvable. Et généralement, pour faire bouillir l'eau, ils déforestent et ils utilisent le bois, ils le brûlent. Donc en leur donnant accès à des filtres à eau potable, on évite finalement du bois issu de la déforestation d'être brûlé. Et ça, c'est quantifiable aussi. Et on peut créer un crédit carbone associé à ce type de projet-là. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit à quoi ça correspondait, une tonne de CO2 équivalent évité, réduite ou séquestrée, qu'on a vu les types de projets dans lesquels ça pouvait être généré, finalement, il y a quand même des caractéristiques communes à tous les crédits carbone. Le premier, c'est que ça doit être réel et mesurable. On doit pouvoir quantifier avec un chiffre qu'est-ce que c'est les gains. Le deuxième, c'est que ça doit être vérifiable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un auditeur indépendant qui puisse venir vérifier les gains qui ont été mesurés. Le troisième, c'est la permanence. Donc ça, c'est très important, et notamment pour des projets de séquestration, que la séquestration s'effectue dans le temps long, parce que finalement, ça n'aurait aucun sens que on ait des gaz à effet de serre qui soient stockés pour quelques jours, semaines ou mois, et puis qui soient relâchés. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait au moins, on dit minimum 7-10 ans, mais quand on parle, par exemple, de projets de séquestration forestière, on est plutôt sur des périodes de 30 ans. Quatrième caractéristique, c'est l'additionnalité. Donc là, il s'agit de prouver, en fait, et c'est très 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 important dans le cadre finalement de la compensation carbone volontaire, il s'agit de prouver que les gains équivalents CO2 n'auraient pas eu lieu sans la mise en place du projet. C'est-à-dire que finalement, tout à l'heure on parlait un peu plus tôt de scénario de référence, et il faut que ce scénario de référence-là, vous veniez apporter un projet qui va séquestrer plus de CO2 que ce qui se serait passé si vous n'aviez pas mis en place le projet. Parce que peut-être vous êtes déjà sur une tendance générale de baisse, etc. Et donc là, vous ne pouvez pas valoriser ça. Il faut vraiment que ce soit un projet en plus par rapport à un scénario de référence. Et enfin, pour terminer, l'unicité du crédit carbone. Il est très important, évidemment, que lorsqu'il y a un projet qui génère finalement, qui stocke, qui réduit ou qui évite une tonne de CO2, qu'on ne vienne pas double compter finalement ce crédit carbone en le vendant à deux personnes différentes. Donc c'est très important qu'on évite le double compte et que chaque crédit carbone ne soit vendu qu'à une seule et même personne. Alors, si jamais vous voulez vous lancer finalement, et c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire dans cette démarche de compensation carbone, pour nous, c'est essentiel de passer par un organisme de labellisation reconnu. En fait, il n'y a pas de structure étatique ou onusienne qui régit le marché du crédit carbone volontaire. D'accord? Ça passe par des labels indépendants. Et ce sont ces labels indépendants qui sont des gages de qualité et de sérieux pour l'achat des crédits carbone. En fait, un label, ça vient poser une méthode, d'accord? Et cette méthode, elle vient définir le cadre de tous les projets qui veulent postuler à l'émission de crédit carbone. Donc ça vient définir qu'est-ce que c'est les critères d'éligibilité, ça vient définir comment on va compter les réductions d'émissions, et ça vient définir comment on va les vérifier. Aujourd'hui, on a notamment des labels internationaux. Donc là, je vous ai cité les trois plus gros, et c'est à peu près eux qui vont générer, bon, alors j'ai pas des chiffres exacts, hein, mais 90-95% des crédits carbone au niveau mondial sont générés par ces labels. Ces labels qui finalement ont été créés à peu près lorsque le protocole de Kyoto est entré en vigueur en 2005. Donc Voluntary Gold Standard a été créé en 2006 et Verified Carbon Standard de Verra en 2005. Donc c'est vraiment lorsque le protocole de Kyoto a été lancé.
En plus de ces labels internationaux, on a maintenant des labels nationaux qui ont été créés. Donc là, je ne vais pas tous vous les mettre, parce qu'il y en a aussi en Autriche, en Hollande, etc. Mais juste pour montrer le fait que finalement, c'est quelque chose qui est assez présent dans les pays anglo-saxons, puisque aux États-Unis, on a des crédits carbone nationaux, au UK et en France, finalement. Depuis 2018 a été créé officiellement le label bas carbone qui a été lancé, alors il a été créé en 2018 mais lancé en 2019 et je vais y revenir un tout petit peu plus après. Mais c'est notre label national en France, lancé par le ministère. Enfin, il y a aussi des crédits carbone locaux qui se sont montés. Donc au niveau de la Catalogne, il me semble que c'est dès 2019, ils ont commencé à émettre des crédits carbone adossés à un label local. Et nous, à la coopérative carbone, on travaille notamment avec un label local qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone et qui est donc issu du projet de territoire La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Et on a commencé à émettre des crédits carbone locaux adossés à ce label-là au milieu de l'année dernière. Alors juste une petite aparté sur le label bas carbone. Si vous êtes intéressé par ce label, je vous encourage vraiment très fortement à vous inscrire pour un webinaire qui aura lieu à la fin de la semaine, vendredi, et qui traitera spécifiquement de ce sujet. On le recommande chaudement parce qu'on connaît très bien les intervenants. Et donc, si jamais vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez vous inscrire via le lien. Normalement, on va vous mettre le lien également dans le chat, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, vendredi de 11h à midi, un webinaire spécifique sur le label bas carbone, qui est donc le label national français. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu et qu'on aborde la notion du prix. Comme on a vu un peu plus tôt, donc un crédit carbone, c'est généré par un projet, et ensuite vous allez acheter un crédit carbone au porteur de projet, celui qui a amené ce projet-là. On a vu un petit peu plus tôt également qu'il y avait un prix officiel du carbone dans le marché de conformité, puisqu'il y a une bourse du carbone qui permet d'avoir le prix officiel et affiché aux yeux de tous. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, dans le cas du marché du crédit carbone volontaire, c'est qu'il n'y a pas de prix officiel. C'est vraiment un prix qui est négocié de gré à gré entre le vendeur du crédit carbone et l'acheteur du crédit carbone. Ensuite, il faut bien comprendre également que le prix d'un crédit carbone, il va être différent pour chaque projet. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les deux caractéristiques spécifiques du prix d'un crédit carbone sur le marché carbone volontaire. Ce qu'il faut retenir également, et qui est essentiel, c'est que la contribution financière est obligatoire pour déclencher le projet. C'est-à-dire que sans le crédit carbone, le projet ne se ferait tout simplement pas. Donc je vais illustrer ça par un petit exemple. Si on prend le cas d'un projet, on va dire, et le porteur de projet estime que ça va lui coûter à peu près 100 € à mettre en place entre les investissements, les différents coûts du projet, etc. Et que ce projet, mettons que ce soit un projet de stockage de CO2, il va stocker 1 tonne d'équivalent CO2. Ensuite, le porteur de projet, il va regarder finalement quel revenu il va pouvoir essayer de tirer de ce projet-là. Donc typiquement, s'il a un projet forestier, peut-être qu'il aura des revenus du bois un petit peu. Il va aussi regarder est-ce qu'il peut avoir des subventions, parce qu'il y a des structures qui permettent de subventionner ce type de projet-là. Et finalement, mis tout bout à bout, il va se rendre compte que il arrive à avoir en termes de revenus et de subventions qu'à peu près 40 €, donc que 40% du projet qu'il aimerait mettre en place. Et là, du coup, forcément, il ne va pas le lancer puisque ce n'est pas rentable pour lui. Et c'est là tout l'intérêt d'un crédit carbone, c'est que le crédit carbone vient financer ce qu'il manque pour lancer le projet. Donc vraiment, chaque fois que vous financez un crédit carbone, vous mettez en place le lancement d'un projet supplémentaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc dans le cas présent, il manquait 60 € pour lancer ce projet-là. Et donc, le porteur de projet va vendre et mettre à disposition un crédit carbone à hauteur de 60 €. Puisque dans le cas de ce projet-là, il lui manquait 60 € pour que le projet ait lieu. Et ce projet va générer 1 tonne de CO2, donc il va générer un crédit carbone. Et donc, on va vendre le crédit carbone pour 60 €. Alors, évidemment,
une fois que vous voyez finalement, alors c'est un schéma très simplifié, hein, mais c'est pour donner l'idée, une fois que vous avez vu ce schéma-là, on comprend rapidement que le prix il va varier en fonction de plusieurs paramètres. Il va varier en fonction du type de projet, parce que évidemment, en fonction du type de projet, vous n'allez pas avoir les mêmes investissements, pas les mêmes coûts de projet. Il va varier en fonction d'où est-ce que vous le mettez en place, parce que forcément, en fonction, si c'est dans un pays au niveau de vie très élevé, eh ben, la main-d'œuvre, les matériaux vont coûter plus cher que si c'est dans un pays finalement où la main-d'œuvre va coûter moins cher. Et enfin, eh ben, ça va dépendre des financements qui sont déjà obtenus, parce que là encore, en fonction d'où vous êtes, vous avez plus ou moins de facilité à trouver des subventions. Donc, je répète, le prix d'un crédit carbone, c'est négocié de gré à gré entre l'acheteur et le vendeur. Il est différent en fonction de chaque projet, en fonction d'où il est, du type de projet, etc. Et surtout, c'est ce prix du crédit carbone qui permet le lancement effectif d'un projet qui va lutter contre le réchauffement climatique. Alors pour terminer sur cette section-là, je voudrais aborder la partie des co-bénéfices, parce qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie. Nous, on se moque toujours un petit peu de nous dans nos cercles privés et amicaux en nous disant que quand on travaille à la coopérative carbone, on a tendance à penser que carbone. Mais vraiment, il n'y a pas que ça. Et notamment, énormément de projets qui sont mis en place, finalement, le carbone n'est pas le bénéfice principal du projet qui a été financé. Je m'explique. Il y a énormément de projets qui génèrent des crédits carbone qui permettent énormément de bénéfices à des populations locales. Exemple, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'alimentation, de l'accès à l'énergie. Et finalement, c'est bien ça le plus important, c'est-à-dire que tous ces projets-là permettent à ces populations d'avoir une amélioration réelle de leurs conditions de vie au quotidien. Il se trouve que ces projets-là génèrent aussi des réductions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut les valoriser et vendre des crédits carbone. Mais pour conclure, sur cette partie-là, ce qui est important pour nous à la coopérative carbone, c'est vraiment, quand vous voulez entrer dans une démarche de compensation carbone, de comprendre quel est le projet derrière. Parce que finalement, ce n'est pas juste acheter un crédit carbone et pas vraiment regarder ce qu'il y a derrière. Pour nous, la démarche de compensation carbone, elle doit aussi aller jusqu'au bout et donc regarder qu'est-ce que c'est le projet, où est-ce qu'il a lieu, quels sont les co-bénéfices qui vont y être alloués. Et généralement, il y a beaucoup de projets qui utilisent les objectifs de développement durable de l'ONU pour les quantifier. Et finalement, ça vous permet, vous, de choisir quelque chose qui vous tient à cœur, soit parce que c'est une thématique qui vous tient à cœur, soit parce que c'est un lieu qui vous tient à cœur, etc., etc. Et donc, on encourage vraiment cette démarche-là, d'aller jusqu'au bout et de regarder dans quoi est-ce que vous investissez lorsque vous achetez un crédit carbone. OK, donc là, on a vu finalement quelles étaient l'origine de la compensation carbone. Ensuite, on a essayé de passer un petit peu en revue rapidement qu'est-ce que c'était qu'un crédit carbone, comment il était généré, à quoi il correspondait, quels étaient ses co-bénéfices. Et maintenant, j'aimerais aborder rapidement le point des critiques qui sont associées à la compensation carbone, parce que c'est une discussion qu'on a de temps en temps avec certains de nos partenaires qui veulent entrer dans cette démarche-là. Et donc, à nous aussi de les rassurer, et c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de 3 exemples, à venir maintenant. Le premier, une des premières critiques qui revient, assez régulièrement, c'est le fait que finalement, l'achat de crédits carbone de la part des entreprises notamment, pourrait permettre de s'acheter une bonne conscience à bas coût. Si on prend l'exemple français, en 2020, il y a à peu près 11 millions de crédits carbone qui sont vendus en France au prix moyen de 4,50 €. Et il se trouve que 99 de ces crédits carbone vendus en France étaient en fait issus de projets situés à l'étranger. Alors, attention, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas investir dans des projets situés à l'étranger. Bien au contraire, il faut investir dans des projets à l'étranger, mais il faut aussi investir dans des projets locaux. Et finalement, la question ici, c'est pas tellement que ces projets soient situés à l'étranger, mais bien le fait que le prix du crédit carbone est relativement bas. Et ça pose des questions légitimes finalement, qui sont quels sont les co-bénéfices pour les populations locales qu'on arrive à mettre en place avec des prix aussi bas? Quelles sont les incitations pour les entreprises qui compensent à venir réduire leurs émissions si finalement ils peuvent acheter pour aussi peu cher des crédits carbone qui leur permettent de compenser? Et puis enfin, comment est-ce qu'on soutient des projets de réduction d'émissions sur nos territoires? Parce qu'aujourd'hui, le prix des crédits carbone issus de projets, on va dire français, ça va être à 30, 40, 50 €.
la tonne équivalent CO2. Donc, quand on a des crédits, finalement, un marché du crédit qui est en moyenne à 4,50 €, comment on fait pour arriver à lancer ces projets? Puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est la contribution carbone qui permet de lancer les projets. Donc, si on ne les finance pas, ils ne se lancent pas et donc ils ne contribuent pas à lutter contre le réchauffement climatique. Donc ici, le garde-fou finalement à cette critique-là, c'est vraiment que le prix ne doit pas être le seul facteur d'achat d'un crédit carbone. Hein, il faut vraiment venir étudier les impacts des différents projets, les co-bénéfices du projet sur les populations locales et bien comprendre finalement que ça peut valoir le coup de payer un peu plus cher son crédit carbone parce que on sait qu'il y a des vrais co-bénéfices qui sont liés à ce projet-là. Une des deuxièmes critiques qui est mise en avant et je vais y arriver, pardon, notamment par des ONG qui opèrent dans les pays du Sud, c'est le fait que finalement, la compensation carbone volontaire à grande échelle peut amener à l'accaparement et à la financiarisation de terres pour les prix de carbone et ça, on parle notamment finalement d'une accaparation des terres par les entreprises, notamment du Nord sur les pays du Sud et que vu les quantités de gaz à effet de serre à compenser, eh bien, il va y avoir le jour de très très gros projets, et notamment lorsqu'il s'agit de projets de puits de carbone, et que ces très très gros projets, eh bien, ils vont occuper de très très grosses surfaces. Et ça peut créer des problématiques. Donc, on va citer un exemple. On a on se parle bien d'une très grande entreprise française de l'énergie qui, l'année dernière, a annoncé le lancement d'un projet forestier de compensation prévu en République démocratique du Congo et qui est censé absorber l'équivalent de 11 millions de tonnes équivalent CO2 en 20 ans. Euh, Ce projet, il va faire 40 000 hectares. On ne se rend pas trop compte de ce que c'est. Moi, j'arrivais pas trop à me rendre compte. C'est équivalent à 400 km². Et finalement, là non plus. Mais si on regarde à l'échelle de la France, c'est à peu près l'équivalent de 6 départements français. Donc, ma chère Bretagne natale, plus les 2 départements d'à côté. Et donc là, on se rend bien compte, quand on a des volumes aussi importants, on va avoir des problématiques. Déjà, on a certains pays du Sud qui n'ont pas de règles cadastrales établies. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a des populations qui vivent sur ces terres sans en avoir la propriété, qui vont se retrouver chassées pour qu'il y ait des plantations qui soient mises en œuvre. Et puis une deuxième problématique, finalement, qui est le partage des terres. Alors, le partage des terres entre nord et sud, parce que forcément, si jamais on se bat tous un petit peu pour avoir des terres qui sont propices à la création de puits de carbone, et ben, les pays du nord, en ayant plus de moyens, vont venir les acheter. Et du coup, va se poser la question, bah, où est-ce que les pays du sud vont eux-mêmes compenser leurs propres émissions? Et puis de manière plus générale, et ça, c'est pas du tout une relation nord-sud, il y a une problématique de partage des sols et qui vont devenir potentiellement en compétition pour différents usages. Donc que ce soit l'agriculture, que ce soit pour l'habitat, que ce soit pour des projets de compensation. Donc c'est pourquoi ici, le garde-fou très important, c'est de garder une concertation du territoire dans la boucle de création des projets de compensation carbone et notamment de garder ce volet social en tête pour que toutes les parties prenantes du territoire soient bien intégrées au processus de décision. Et je terminerai finalement sur cette très belle illustration qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, mais qui finalement illustre très très bien une des critiques qui est faite au principe de compensation carbone, qui est que, eh bien, on a des gens qui compensent sans réduire et donc sans modifier leur comportement. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, les organisations qui agissent ainsi, elles peuvent laisser entendre qu'elles font leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, il n'y a pas assez de projets potentiels sur Terre pour compenser la totalité de nos émissions actuelles. Il est donc obligatoire de réduire aujourd'hui, sinon le problème du réchauffement climatique ne sera pas résolu juste avec le principe de compensation carbone. Donc là, on prend un petit exemple que j'aime bien voler à ma collègue, mais qui est caricatural, mais que j'aime beaucoup, qui dit que si on revient à l'empreinte moyenne d'un Français qu'on a vu un peu plus tôt, qui était de 10 tonnes équivalent CO2 par an, qu'un hectare de forêt en France, en moyenne, ça stocke à peu près 4 tonnes de CO2 équivalent à l'hectare par an, alors il faudrait planter à peu près 2,5 hectares de nouvelles forêts par personne pour compenser les émissions des Français. À hauteur de 67 millions de Français, ça fait 170 millions d'hectares, et c'est l'équivalent de 3 fois la surface de la France métropolitaine. Donc là, c'est un exemple caricatural, mais on se rend bien compte que finalement, le garde-fou ici face à cette critique, c'est le fait qu'il faut y réduire en même temps que l'on compense, et non pas juste compenser.
Alors, on va aborder la dernière partie de cette présentation et qui finalement est un petit peu un lien avec ce que j'ai présenté précédemment, qui est que on voudrait introduire la notion de contribution carbone locale plutôt que de compensation carbone. La raison à cela, c'est que la situation finalement aujourd'hui, elle n'a fait qu'empirer depuis qu'on s'occupe du sujet. Donc très clairement, là j'avais cité le protocole de Kyoto, mais même avant ça, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, elles ne font qu'augmenter année après année. Donc là, on n'est plus finalement dans la situation des années 90 où on se disait il faut réduire. Là, on est dans une situation où il faut réduire, mais en plus, il faut absolument agir. Il y a une urgence à agir sur tous les leviers à notre disposition. Et aujourd'hui, les leviers à notre disposition, c'est réduire, mais c'est également dans le même temps, augmenter des puits de carbone à l'échelle de la planète. Donc ça veut dire augmenter les puits de carbone, ça veut dire financer des projets de séquestration carbone, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les sols agricoles, peut-être plus tard via des technologies qui nous permettront de séquestrer le carbone, mais aujourd'hui c'est principalement dans les forêts et dans les sols agricoles. Et il faut absolument commencer à contribuer à ces prix de carbone dès maintenant, sans forcément chercher à compenser. Plus on augmente les puits de carbone rapidement à l'échelle de la planète, et plus on a un impact significatif sur le changement climatique. Alors, pardon, qu'est-ce que ça veut dire finalement agir sur tous les fronts? Parce que c'est bien ça le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie urgence à agir sur tous les leviers qu'on a à notre disposition. Donc, à titre personnel, personnel, je veux dire une organisation, un individu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment réduire et contribuer. Alors réduire, ça veut dire réduire mes propres émissions à moi, dans mon quotidien, changer mes comportements, mais ça veut dire également aider les autres à réduire leur impact, à réduire leurs émissions. Il y a plusieurs façons d'aider les autres à réduire leurs émissions. La première, c'est de créer des services ou des produits qui vont être moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc vous pouvez créer des produits et services qui font ça, et bien tant mieux, ça aidera tous les autres autour de vous à réduire leurs émissions. Et vous pouvez également financer des projets de réduction d'émissions via l'achat de crédits carbone. Ça, c'est toute la partie réduire à titre personnel. Et vous avez aussi toute la partie contribuer. Et donc contribuer, c'est contribuer à créer ou préserver des puits de carbone. Et pour ça, là aussi, c'est financer des projets de séquestration via l'achat de crédits carbone. Ce qu'on veut vraiment arriver à marteler ici, c'est qu'il faut simultanément agir sur ces deux leviers. Réduction des émissions, contribution à des puits de carbone. Et il faut sortir, nous c'est notre vision et on n'est pas la seule à la porter, il faut sortir d'une mentalité individuelle et purement arithmétique sur ce sujet, qui est ce qu'est la compensation. Je compense mes émissions à hauteur de temps exactement, et plutôt passer à une vision collective à l'échelle de la planète, qui est je réduis mes propres émissions et je contribue à l'effort collectif de lutte contre le réchauffement climatique en finançant des projets, un, qui aident les autres, et deux, qui séquestrent du carbone et qui apportent des co-bénéfices aux communautés où ils sont implantés. Et chacun doit pouvoir faire ça finalement à son échelle et à hauteur de son potentiel. Je terminerai, il y a un petit encart qui apparaît avant les autres. Je terminerai sur ce dernier slide finalement, qui est il faut agir et s'impliquer, et je vous ai montré comment juste avant, mais nous, notre philosophie, c'est vraiment de s'impliquer sur notre territoire. Comme je vous l'ai expliqué avant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller s'impliquer dans d'autres territoires, mais aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment un manque d'implication criant sur nos territoires, et il faut qu'on s'engage collectivement dans cette démarche. Tout d'abord, pour contribuer à l'effort national, à la juste hauteur de son potentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on a une stratégie nationale bas carbone que je vous invite à aller consulter et qui fixe comme objectif d'ici 2050 de multiplier par 2 les puits de carbone sur le territoire pour un potentiel identifié de 80 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Ces puits de carbone-là, il faut les créer, il faut les financer. Et comme je vous l'ai expliqué avant, c'est via l'achat de crédit carbone qu'on vient générer ces projets supplémentaires et les mettre en route de façon à ce qu'on atteigne notre objectif français de multiplication par 2 des puits de carbone sur le territoire. Et enfin, une autre raison vraiment très très forte pour nous de s'impliquer sur son propre territoire, c'est que oui, le réchauffement climatique est un enjeu planétaire, mais les problèmes que ça va générer
ça va être des problèmes locaux de résilience des territoires, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de la biodiversité, au niveau de l'énergie, de l'alimentation. Et là, je vais citer un problème local de résilience des territoires qui est vraiment bien compris par tout le monde généralement, c'est celui des forêts en France. Et je terminerai là-dessus. Les forêts en France sont déjà aujourd'hui et vont être très impactées par le réchauffement climatique. Je vous ai mis là un petit graphique avec 3 cartes qui a été fait par l'INRA et qui simule l'évolution des forêts en France à horizon 2050 et 2100 dans le cadre finalement d'une hypothèse d'augmentation de la température de 2,5 degrés en 2100. Et ce qu'on voit, c'est que chaque couleur correspond à un type de forêt. Et en gros, sur une trajectoire de 2,5 degrés en 2100, toutes les forêts françaises vont être amenées à changer. Et pas juste à horizon 2100. Dès 2050, on va avoir des gros changements qui vont arriver sur nos territoires. Et on voit qu'en 2100, on a des forêts de type, par exemple en rouge, type méditerranéenne, qui vont arriver jusqu'à près du Poitou-Charentes et du Massif central. Et ça, ce que ça va avoir comme impact, c'est que les arbres et les forêts vont dépérir et vont être très, très, très affectés. Et il faut que nous, on mette en place des projets qui accompagnent nos territoires pour être certains d'avoir une forêt qui va être résiliente et qui va être encore là à ces horizons de temps. Et donc, c'est là qu'il est très important pour chacun. Et donc là, j'ai cité l'exemple des forêts, mais finalement, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres problèmes locaux de résilience des territoires qui sont soulevés par le réchauffement climatique et il faut que chacun fasse sa part et contribue finalement à hauteur de ses possibilités. Voilà, on va passer à une petite phase de questions-réponses. Je vous mets juste rapidement ici mes contacts avant qu'on passe sur la partie questions-réponses et aussi une petite illustration à gauche, nous, des projets qu'on accompagne dans notre région au cas où voilà, vous auriez la bonne idée de vouloir enclencher la démarche et de vous lancer. C'est le type de projet, principalement forestier, qu'aujourd'hui on accompagne dans la région. Donc, je vais essayer de redonner la main pour le micro à ma directrice Anne pour qu'elle puisse nous sélectionner quelques questions et y répondre. Alors, normalement, Anne, tu dois pouvoir reprendre la main. J'espère que c'est le cas. Oui, ça marche. Impeccable. Super. Eh ben, rebonjour à tout le monde. J'ai mis en fait l'ensemble de vos questions un peu par catégorie, par typologie, pour essayer de répondre de manière assez groupée. Alors, concernant les projets qui sont éligibles à la compensation carbone, on n'a aujourd'hui pas d'exemple de projet d'émissions évitées en France ou en Europe, puisque dans les catégories des émissions évitées, c'est quand même principalement des projets qui ont en fait lieu finalement dans des pays plutôt avec cette vocation d'éviter de polluer autant que ce qu'on a pollué en Europe. Donc, ces projets-là se trouvent plutôt dans des pays qui n'ont pas eu le développement industriel qu'on a eu notamment en Europe et dans les pays occidentaux. Quand on calcule l'impact carbone d'un projet pour pouvoir évaluer et calculer derrière le crédit carbone, oui, on prend en compte un périmètre. Alors, par rapport à la question d'Audrey sur est-ce qu'on va prendre en compte l'achat du matériel, bureautique, équipement, c'est pas systématique qu'il y ait vraiment le périmètre complet qui soit pris en compte pour ce calcul-là, mais on compare toujours par rapport à la situation de référence, c'est-à-dire qu'est-ce que le projet va apporter d'un point de vue impact environnemental par rapport à ce que ce serait passé sinon. Et donc, on va calculer la différence. Si, par exemple, sur cet exemple d'achat de matériel, il y aurait eu finalement de toute manière les mêmes typologies d'achat, on ne le prend pas en compte. Si ce n'est pas le cas, on va le calculer. Il n'y a pas de minimum stricto sensus pour tous les projets et pour tous les labels de dire à partir de 1 tonne équivalent CO2, on peut rentrer dans le cadre de ce dispositif. En fait, ça va dépendre vraiment de chacune des méthodologies, soit d'un label local, international ou local, qui vont elles-mêmes définir leur seuil minimum. Donc, en gros, le plus petit seuil qui existe, c'est celui du label local La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui est de 10 tonnes. C'est le plus petit seuil finalement qui existe à ce stade-là.
Voilà pour les réponses. Je vais revenir à la fin sur la partie projets locaux, sur la partie des crédits et labels. Les définitions des caractéristiques des crédits carbone qui ont été présentées, c'est vraiment des définitions qui aujourd'hui sont les caractéristiques de l'ensemble des labels internationaux. Ce qu'Arnaud a présenté, c'est vraiment le tronc commun, ce sur quoi on sait qu'il faut alors aller vérifier, représenter, et donc c'est vraiment les éléments de base qui permettent de définir les parties des crédits carbone. Donc, c'est vraiment ce qui fait que uniformément, tout le monde est d'accord pour définir que c'est un crédit carbone. Alors, c'est une question encore sur la coopérative. On utilise, nous, à la fois le label bas carbone et le label local. On n'a pas exclu du coup le label national, bien au contraire, mais seulement il ne correspond pas toujours aux spécificités de nos territoires, et donc on utilise finalement soit le label local, soit le label national en fonction de la typologie et de la nature du projet. Aujourd'hui, le label national n'inclut pas des projets de mobilité, mais au niveau de la coopérative carbone, on travaille avec tout le consortium Agremob. On travaille sur 2 méthodologies de mobilité qui vont être proposées dans le cadre du label national bas carbone. Donc, on espère pouvoir avoir des possibilités de réduction d'émissions qui soient proposées, on va dire, d'ici la fin de l'année, si ces méthodologies sont reconnues par l'État. Mais c'est un process qui nécessite des comités de pilotage, des échanges, vérifier avec l'ensemble des ministères que tout colle. Donc, c'est un process qui est assez long. Sur les questions liées aux achats de crédits, alors tout le monde peut acheter des crédits carbone, aussi les particuliers, les associations, tout autant que les entreprises ou les collectivités. En fait, tout le monde est concerné. Et tout le monde est concerné de la même manière sur le fait qu'il n'y a pas de dispositif fiscal qui existe et qui permet en fait finalement d'avoir un avantage fiscal quelconque. C'est des choses qui ont pu exister un peu par le passé, mais aujourd'hui la politique nationale de la fiscalité carbone est plutôt orientée sur de la taxation pour les émissions plutôt que pour de la défiscalisation pour ceux qui s'engagent de manière exemplaire. Et on n'a pas fait un benchmark au niveau international sur la défiscalisation des crédits carbone. Peut-être quelqu'un a la réponse. Moi, je ne l'ai pas si au niveau international, on a ces dispositifs qui peuvent exister. Au niveau de la coopérative carbone, alors après, du coup, j'ai pas les dernières questions en tête, mais donc les projets locaux qui sont aujourd'hui proposés, on a finalement 2 typologies pour l'instant. On a les projets, justement, dans le cadre du label local La Rochelle Territoire Zéro Carbone, avec notamment un projet porté par des citoyens sociétaires de la coopérative carbone qui propose de pouvoir créer des micro-forêts sur les communes de l'agglomération de La Rochelle. Donc, c'est un projet qui est vraiment avec une vocation aussi de donner du paysage et de la biodiversité sur l'ensemble de nos communes. Et puis, on a des projets qui sont plutôt dans le cadre du label bas carbone, pour lequel il y a le webinaire pour qui on vous a envoyé le lien, qui est sur de la plantation forestière à un peu plus grande échelle. Question sur le modèle économique de la coopérative carbone. Donc, on a effectivement une viabilité économique recherchée qui se traduit par 2 éléments dans le modèle de revenu. Tout l'accompagnement qu'on fait sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour accompagner les collectivités, entreprises à s'évaluer, à construire leur trajectoire bas carbone, ça fait partie en fait d'un forfait d'ingénierie, donc pour lequel on est rémunéré. Même si beaucoup de ces prestations-là peuvent faire l'objet d'aides pour limiter, on va dire, les coûts de ces prestations-là. Et puis, par rapport aux projets, comme les projets dans le cadre du label bas carbone, on se rémunère une fois que les crédits carbone sont vendus, pour prendre en compte les charges qu'on a eues en interne, notamment sur les frais d'audit, de vérification et le temps passé. L'objectif est de fournir à tous les contributeurs carbone le tableau in fine de la répartition de ces coûts, c'est-à-dire de la transparence complète sur, pour 100 € mis, combien sont affectés aux audits, combien sont affectés aux porteurs de projets, pour vraiment chercher l'optimisation
gestion du financement de ces projets-là et donc vraiment minimiser ces coûts d'intermédiation. Mais l'ensemble des contributeurs aura accès en fait à toute cette transparence de coûts. Anne, Voilà, alors je te laisse reprendre la main. Ouais, je me permets de te couper. J'ai finalement réussi à t'activer la caméra, donc si jamais tu veux l'activer, ce sera plus sympa pour tout le monde pour les prochaines interventions. Je m'excuse. Je vais en profiter pour prendre une ou deux autres finalement questions qui sont tombées et laisser le temps à Anne d'en récupérer d'autres. Il y avait une question qui a reçu quelques pouces qui était pourquoi la coopérative locale de La Rochelle n'utilise pas le label bas carbone. Nous l'utilisons. Voilà, effectivement, et ça c'était assez important de le repréciser. On a vraiment, on travaille avec différents labels et d'ailleurs c'est tout le but. Donc, comment garantir la viabilité des crédits carbone dans le temps en considération de l'augmentation certaine et significative de l'érosion, des incendies de forêt, etc., des tempêtes? Alors, ce qu'on dit là, cette question-là, c'est la question de la permanence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on garantit que finalement les projets qui vont stocker du CO2, eh bien, on les finance et que, eh bien, ils ne vont pas juste durer quelques jours, semaines, mois, et notamment, on a bien vu le cas avec tous les exemples d'incendies pour les projets forestiers, par exemple. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Une des façons, c'est notamment lorsqu'on effectue le calcul des crédits carbone qui sont associés à un projet. Comme j'ai expliqué, un crédit carbone, c'est donc une quantité de gaz à effet de serre qui va être stockée sur ce projet-là. Et en gros, on vient prendre en compte, c'est notamment le cas pour les projets forestiers, les risques. Et on vient réduire un petit peu les estimations de gains de CO2 sur ce projet-là. Donc typiquement pour des projets forestiers, dans le cadre du label bas carbone, si jamais la zone où est plantée la forêt est reconnue comme étant un risque d'incendie, donc un risque modéré, on va enlever 5% par exemple des gains potentiels, fort 10%, extrême 15%. Et ça permet de se prémunir un petit peu parce que finalement, sur les zones où on aura enlevé ces petits rabais qu'on appelle finalement de gains de CO2, et bien finalement s'il y a une des zones qui brûle, et bien, finalement toutes les autres elles ne vont pas brûler et on permet ainsi avec ce système de rabais et avoir une multiplication des projets de gérer le risque de non-permanence sur certains des projets. Alors, je reprends la main. Il y a plein de questions, c'est vraiment super intéressant. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à toutes, mais elles sont vraiment voilà, super intéressantes. Je réponds sur la question du coût de certification carbone local, LBC ou international. Et la double question est qu'est-ce qu'il y a des certifications plus adaptées en fonction des tonnes équivalence CO2 du projet? Alors oui, c'est clair qu'il y a des coûts sur ces labellisations-là et les labellisations internationales notamment sont très coûteuses. Il y a des gros coûts d'études au préalable, des coûts d'audit, il faut compter plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, c'est facilement 50 000 € rien pour faire les études, donc autant dire que ça n'est accessible que pour des relativement gros projets, pour pouvoir supporter ces coûts-là. Ce qui fait que finalement, en balance, on va plutôt travailler sur des labels plutôt locaux quand on va avoir des projets plus petits. Et donc effectivement, alors sur le label bas carbone, on a également des coûts d'études initiaux et de vérification, d'audit, mais qui sont quand même beaucoup moins coûteux que ce qui est que les labels internationaux. Et il faut vraiment faire un petit peu cette préétude au préalable qu'on fait hein, pour vérifier en tout cas la faisabilité et l'intérêt de pouvoir accompagner le projet à travers ces labellisations. Voilà, alors il y avait juste une autre question, après je ne sais pas si tu veux répondre à d'autres Arnaud, mais alors est-ce que faites-vous appel à d'autres entreprises pour quantifier les projets en termes de carbone? Non, c'est des éléments que l'on fait en interne. Et pouvez-vous donner une idée sur le prix de la mission pour le calcul du crédit? Alors quand on accompagne les projets, le principe c'est de ne pas faire payer les projets qui vont générer du crédit carbone, puisque finalement l'objectif est de pouvoir les amener jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, l'ensemble de ces coûts, de ces charges liées aux audits, etc., ils sont pris en compte à la fin, une fois qu'on a identifié les contributeurs carbone. Ça permet de limiter en tout cas les barrières à l'entrée pour optimiser les projets, finalement aussi petits soient-ils, à pouvoir se réaliser.
Alors, question, un industriel peut-il installer un puits carbone, par exemple à microalgues, pour réduire ses émissions de CO2 et vendre des crédits carbone? Alors là, finalement, on est sur la notion de quelqu'un qui a un projet et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour générer un crédit carbone, il faut se référer à une méthode qui est déjà existante. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait une méthode qui soit créée, dans ce cas-là, sur, les microalgues en général et qu'il y ait une méthode donc de calcul, vérifiée et certifiée qui permette de générer des crédits carbone pour ce type de projet-là. Et donc, c'est vraiment le réflexe à avoir finalement quand on a un projet. Il faut arriver à trouver un label, international, national ou local, dans lequel il y a une méthode qui est déjà mise en place, qui couvre le champ d'action du projet que vous voulez mettre en place. Et si ce n'est pas le cas, alors dans ce cas-là, eh ben, il faut créer une méthode en fait finalement à partir de zéro. Et ça prend un peu plus de temps, effectivement. C'est des études. Qui répond également à la question de Baptiste sur les projets liés à la préservation des océans. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de méthode qui permet effectivement de les faire valoriser. Alors, les chambres d'agriculture sont associées. Oui, les chambres d'agriculture sont... alors, je ne sais pas si c'était une question, mais en tout cas, la chambre d'agriculture locale, nous, est sociétaire de la coopérative carbone, et les chambres d'agriculture, de manière générale, sont très actives sur le label bas carbone et sur l'accompagnement des agriculteurs au changement des pratiques. Et elles réalisent aussi souvent les études et les diagnostics initiaux pour pouvoir savoir quel est le potentiel derrière deux générations de ces crédits carbone. Est-ce que vous prévoyez d'accepter des projets non certifiés par des labels officiels? En fait, c'est un petit peu le cadre du label La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est de créer un cadre sur des projets pour lesquels on est en capacité de vraiment prouver et de vérifier leur impact environnemental et qui jusqu'alors n'avaient pas de cadre de reconnaissance officielle. Néanmoins, c'est ce qu'a dit Arnaud juste avant, on ne le fait pas juste en disant « Ok, on est à peu près sûr que ça va avoir un impact environnemental ». Nous, on a besoin aussi de respecter les bonnes pratiques et d'éviter les écueils qu'on peut trouver dans certains cadres et d'avoir une garantie de qualité, des tonnes équivalentes et CO2 qui vont être générées et donc de s'appuyer sur une méthode, même si elle est développée finalement par les acteurs locaux. Et derrière, c'est évidemment de la rendre transparente. On va peut-être prendre une ou deux questions parce qu'on arrive au bout de l'heure qui était prévue. Donc, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a comme autre question. Alors, oui, sur il y avait le territoire. Il y a quelques-unes sur le territoire, ouais, effectivement. Ouais. Tu veux répondre, Anne? Oui, alors sur la partie du territoire, oui, aujourd'hui, on a des projets qui sont aussi en dehors de dans l'agglomération de La Rochelle. Alors d'abord parce que on n'avait pas de projet éligible au label bas carbone sur notre territoire et qui nous semblait quand même intéressant de pouvoir proposer des crédits carbone label bas carbone parce que certaines entreprises préfèrent des projets labellisés nationaux et donc de pouvoir avoir ces deux niveaux, d'avoir des projets vraiment locaux, même s'ils n'ont pas cette reconnaissance nationale, mais une reconnaissance locale, et des projets qui seront à côté, en tout cas dans la région, même si finalement ils sont un peu moins loin. Mais on espère pouvoir avoir de plus en plus de projets le plus près possible et avec un maximum de reconnaissance via les méthodologies qui se développent. Alors, il y avait une question sur les quotas finalement et qui demande si ça s'appliquait à la compensation carbone volontaire. Et donc, on a un petit peu répondu, du coup, pas très bien, j'imagine, dans ma présentation, puisque effectivement, c'est vraiment deux marchés, c'est vraiment deux choses différentes. Même si il faudrait que je crois qu'à titre individuel, on peut acheter des quotas quand même, il me semble, sur ce marché-là. Mais c'est vraiment deux marchés complètement différents. Là, vraiment, ce sur quoi on est, ce sont des crédits carbone générés dans le cadre du marché volontaire. Alors, je vais répondre, je ne sais pas si ça va être la dernière ou pas, mais il y a deux questions de Vanessa sur est-ce qu'il existe d'autres labels locaux en France? Pour l'instant, non. On est le premier territoire en fait à le proposer, mais on sent que ça en intéresse beaucoup, donc on espère pouvoir partager ça avec les autres territoires et du coup, finalement, gagner tous en compétences et en pratique. Et est-ce qu'il existe des méthodes concernant la création d'éco-habitat? Pour l'instant, non. On a une méthode qui existe sur la rénovation via du réemploi de matériaux, mais pas sur de la
construction et pas sur de la création, puisque effectivement, là, ça revient à la question précédente qui avait été traitée au début sur des émissions évitées. Aujourd'hui, on n'a pas de reconnaissance au niveau national d'émissions évitées. Donc, tout ce qui est construction neuve, c'est un sujet qui est encore en débat, qui est en cours, qui est dans les tuyaux, avec certains organismes, mais qui n'a pas encore de reconnaissance. Très bien, je pense qu'on va terminer là-dessus, peut-être sur la dernière question qui me plaît bien, qui est: existe-t-il des plateformes mettant en relation des porteurs de projets et des financements carbone? Oui. Typiquement, nous proposons cela au sein de la coopérative carbone. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet dont il y aura le lien dans la présentation qu'on vous enverra, et vous pouvez contribuer directement sur notre plateforme à des projets, et à l'inverse, des porteurs de projets peuvent manifester leur intérêt et venir déposer leur projet sur notre plateforme, de façon à ce que des contributeurs et acheteurs de crédit carbone puissent venir participer à leur projet. Voilà. Je vous remercie beaucoup de vous être connectés en cette fin de journée. C'était peut-être un petit peu dense, mais du coup, on est vraiment ravis que vous ayez participé. Si vous avez la moindre question, il y a mes coordonnées qui seront dans la présentation qu'on vous enverra. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et si jamais, c'est ce qu'on souhaite, on vous a donné un petit peu envie de contribuer à la création de puits de carbone sur nos territoires, bien n'hésitez pas à aller regarder les projets justement que nous accompagnons, et on répondra à toutes vos questions à ce sujet-là avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.